Merci. Nous voici. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va, vous m'entendez? Nous voici, une fois de plus, nous voici sur les lèvres fraîches de ce rivage. Et sentez-vous ce petit souffle qui passe, cette brise qui est l'haleine de la bonne mer. Notre mer commune, notre civilisation, la Méditerranée. À l'heure de la guerre d'Ukraine, rien ne souligne mieux qu'ici, rien aussi fort, rien aussi intensément qu'un écosystème commun fonde un peuple commun, un peuple humain qui, de la pointe de l'Afrique jusqu'au Caucase, est riveraine de la même étendue d'eau, et ceci depuis 9500 ans. Quand soudain, la Méditerranée perça le Bosphore, et dans un fracas qui s'entendait à des centaines de kilomètres à la ronde, se déversa pour former la mer Noire, puis la mer d'Azov. Et cette trace est restée jusqu'à nous avec le récit du déluge. Si bien que notre rassemblement, à l'heure où je veux le dédier une fois de plus à la lutte pour le cessez-le-feu en Ukraine et pour la fin de l'invasion russe, je le fais me sentant comme vous tous partie commune, partie prenante d'une même humanité, qui de Tanger à Sotchi parle la même langue d'amour quand il le faut, et la même langue de peur. Riverains et voisins de palier avec la Russie, avec l'Ukraine. Alors, c'est aussi le moment de se souvenir de tous ceux qui ont partie liée aux conséquences de cette guerre, parce que leur approvisionnement en blé et en aliments de toutes sortes, et plus singulièrement peut-être au moment où commencent les fêtes que vous savez, dépend de l'Ukraine, dont les livraisons par navire sont bloquées en mer Noire, et dont les prochaines récoltes et semailles sont rendues impossibles par la guerre. C'est le cas de l'Égypte qui en dépend pour 85% comme le Soudan, de la Libye pour 75%, du Liban pour 60%, de la Tunisie pour 50% et du Maroc pour 25%. 7 millions de tonnes de blé sont ainsi retenues en Crimée. Ces privations doivent être présentes à notre esprit lorsque nous allons penser au futur immédiat de notre propre patrie. Car jointe à celles que provoquent déjà les sécheresses hivernales dans le bassin méditerranéen, aussi bien au Maroc, en Espagne, au Portugal, en Tunisie et dans tout le sud de la France, comme par exemple dans les Alpes-Maritimes où en plein mois de mars est déjà déclenchée l'alerte sécheresse. Tout cela annonce au total la survenue d'une heure internationale
de sévères tensions alimentaires, humanitaires et sociales qui peuvent déchirer toutes nos sociétés. Et alors, ce sera l'heure de se souvenir que la fraternité humaine et la solidarité ne sont pas seulement réservées à quelques-uns, mais à tous nos frères et sœurs en humanité. Le réchauffement climatique étant plus fort en Méditerranée qu'ailleurs, il produit donc une évaporation plus intense, annonçant des événements climatiques de sécheresse d'un côté et de pluie diluvienne de l'autre, bien plus intenses. Tout ceci, alors que déjà, sur les 20 métropoles du monde menacées par le changement climatique, 10 sont en Méditerranée. La prochaine présidence française ne pourra plus n'avoir rien à dire, ni rien à faire à propos de la Méditerranée et de l'ensemble des nations et des peuples qui s'y trouvent, regroupant 700 millions de personnes, dont 150 millions de francophones. Ni les illusions des politiques néolibérales promettant toutes les fortunes à quelques-uns en échange de la misère de tous les autres. Nos peuples ruinés, nos civilisations dévastées par le règne de l'argent tout-puissant, ni non plus les politiques racistes ou de mépris pour les autres ou de guerre de religion ne permettraient de faire face aux défis communs que l'humanité va rencontrer ici. La prochaine présidence française, au contraire, doit donner une priorité au voisinage méditerranéen, aux peuples qui s'y trouvent, avec qui nous sommes intimement liés par nos familles, par nos espérances, par nos poésies. Nous qui, depuis 3000 ans, tournons en rond autour de cette même mer, que ce soit Agamemnon allant à Troie ou Hannibal surgissant, il s'agit toujours des mêmes. Et nous sommes tous parents, quels que soient les aléas de l'histoire et les différences naturelles qui nous distinguent les uns et les autres. Mais à cette heure, à ce moment même, et parce que nous sommes dans ce contexte de guerre, je veux dire, avant toute discussion, qu'il y a pour nous tous, de Tanger à Sotchi, un intérêt commun sur la question du danger imminent du nucléaire. Il y a 15 réacteurs nucléaires en Ukraine, en plus du sarcophage de Tchernobyl. Plusieurs de ces réacteurs sont situés sur le fleuve Dniepr, qui se déverse directement dans la mer Noire. Et de là, dans toute la Méditerranée qui serait alors contaminée, et le littoral français n'y échapperait pas, de Sète à Marseille et Nice. Et je rappelle, pour souligner l'urgence des propositions que je fais et que je mettrai en œuvre si vous m'élisez, qu'il faut un siècle pour renouveler l'eau de cette mer. C'est pourquoi j'insiste de toutes mes forces sur la proposition que je fais que des casques bleus sous mandat de l'ONU soient déployés en force d'interposition devant les centrales nucléaires ukrainiennes. Et s'il le faut, et il le faudra, que la France propose ses soldats et son armée pour accomplir cette mission d'intérêt général. J'en appelle à la conscience universelle, à une prise de conscience sérieuse
de la part de tous ceux qui interviennent dans ce débat et ont à y prendre des décisions. Les conséquences écologiques de la guerre ne peuvent être ni minorées ni ignorées dans les décisions qui sont à prendre. Dans aucun de ces aspects, telle doit être la pensée dominante de notre époque, de lier les questions entre elles plutôt que de les traiter à la va-vite quand elles surgissent sous votre nez. Oui, je m'inquiète de voir qu'on trouve impur le pétrole et le gaz criminels de Russie sans avoir un mot à dire pour le gaz et le pétrole qui dorénavant va nous être vendu en remplacement, qui est du gaz et du pétrole de schiste, qui est considéré en France comme une interdiction absolue. En toute hypothèse, pensant aux circonstances qui nous environnent et aux responsabilités qu'il faudra prendre, je répète pour que vous votiez en connaissance de cause si vous vous tournez vers l'avenir en commun et vers moi. Nous serons une nation non alignée, indépendante, capable de se défendre toute seule, sous toutes les formes, sans avoir rien à demander à personne. Et rompant avec la vie logique qui disait en latin, ça faisait plus sérieux, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Non, si tu veux la paix, prépare la paix. « 14 conflits de frontières existent encore sur le vieux continent et 5 d'entre eux sur les rivages européens ou considérés comme tels de la mer Méditerranée ou de la mer Noire. C'est donc des décisions de grande importance qui vont venir avec notre bulletin de vote. Ne vous laissez pas illusionner par les vaines agitations, les jeux de petits chevaux politiciens. Réfléchissez sérieusement et profondément au fait que le monde est au bord d'une guerre nucléaire possible et que votre patrie aura quelque chose à y dire et à y faire et que vous devez donc élire ceux dont vous pensez qu'ils sont en état d'apporter la réponse que vous voudriez voir apporter à cette situation. Non aligné, souverain, indépendant, capable de se défendre et capable de proposer sans relâche la paix et les moyens de la paix, pas seulement les bavardages, les moyens de la paix, c'est-à-dire prendre les problèmes comme ils sont et en parler et proposer de les régler. Ainsi, si les Russes se sentent menacés, même si nous n'aimons rien de ce qu'ils ont fait et condamnons formellement la violence absurde et criminelle de la guerre qu'ils font au peuple ukrainien, eh bien nous sommes d'accord pour parler de sécurité avec eux. Car nous aussi, Français, nous avons des questions de sécurité à soulever face aux Russes, parce que nous ne sommes pas d'accord avec le déploiement qu'ils ont opéré sur leur territoire de missiles de moyenne portée de 500 à 5000 km, parce que c'est nous qui sommes menacés. Tant et si bien que je vous demande de mettre moins d'émotion, mais plus de raison dans le traitement des problèmes, de ne pas attendre qu'ils vous surgissent à la figure pour commencer à les régler. Avant toute chose, comprenons que c'est la cohésion, que dis-je, l'unité de nos sociétés qui est le meilleur rempart contre les défis de la violence, de la misère et de toutes les questions qui nous divisent et nous accablent. Tant et si bien que je crois agir contre la guerre et pour le rassemblement des Français quand je dis qu'il faut prendre des mesures d'urgence face à l'explosion des prix
qui jette tant de familles dans la détresse et le désarroi. Les défaillances d'entreprises, pourtant parfaitement viables, la paralysie des salariés retenus chez eux, faute de pouvoir se déplacer pour se rendre au travail, aggravent la détresse des familles. L'explosion des prix du gaz, de l'électricité et des produits de première nécessité doit être stoppée. Il faut bloquer les prix. Il faut bloquer les prix. Le gouvernement de l'Union populaire bloquera les prix sitôt qu'il sera constitué. Il les bloquera à la baisse, au niveau où il se trouvait quand la première fois je l'ai proposé. C'était l'époque où on marionnait parce qu'on pensait qu'1,40 € c'était déjà beaucoup. Eh bien, nous sommes à plus de 2 €. Et la preuve est faite qu'on peut faire autrement quand on voit comment, par exemple, à La Réunion, l'île de La Réunion, où les prix sont bloqués et où un comité qui rassemble des syndicats et des gens tirés au sort pour fixer les produits qui doivent faire l'objet d'un prix bloqué, bloque les prix de 153 produits de première nécessité, avec un gasoil qui, à cette heure, est à 1,31 € le litre et une essence à 1,69 €. Qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible. Il ne s'agit que d'appliquer un article du Code du commerce qui existe déjà et qui a déjà été utilisé dans le passé, notamment pour fixer le prix des gels hydroalcooliques et des masques de protection contre la Covid-19. Puisque le président Macron est à cette heure, au nom de la France, le président de l'Union européenne, alors pourquoi ne répond-il jamais à la proposition que je fais et qui devrait normalement l'intéresser puisque c'est lui le président de cette Union européenne? Puisqu'il y a aujourd'hui une disposition spécialement absurde qui fixe un prix de gros qui sert de référence pour fixer le prix de l'électricité en Europe, qui est réglé d'après l'électricité la plus coûteuse de la centrale la moins efficace. Alors, qu'est-ce qui empêche que les nations d'Europe décident qu'il n'y aura qu'un seul et unique prix de l'essence sur tout notre continent? Qui serait en état de dire non aux premiers producteurs, premiers consommateurs, premiers vendeurs du monde que représentent les 450 millions de citoyens des nations européennes? Nous sommes donc en effet en position d'obtenir, si cela est proposé, ce prix unique. Et si vous m'élisez, je serai à la suite de M. Macron, le président de cette Union européenne jusqu'au mois de juillet, et vous m'aurez donc donné le mandat de faire cette proposition aux nations qui composent l'Union européenne. Tout ceci est à portée de vos bulletins de vote. Nous ne parlons pas en général d'utopie et de rêves abstraits. Nous avons 2 semaines pour le rendre très concret, très immédiat et le faire entrer dans la réalité. Alors, je vous ai dit, le plus important, c'est de rassembler le peuple. Le peuple, c'est le très grand nombre. C'est nous tous, divers comme nous sommes, mais communs par nos besoins qui nous rendent semblables les uns aux autres. Nous vivons dorénavant en état d'urgence sociale. On dit « Ah, les gens ne s'intéressent pas autant qu'ils devraient ». Mais il y a des millions de compatriotes qui sont aujourd'hui murés dans les tâches de survie. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays, 8 millions à l'aide alimentaire, 300 000 sans-abri. Nous sommes, nous tous, leur voix, leurs cris, leur porte-drapeau. Nous sommes ceux qui ne les avons pas oubliés un seul jour. Les sociétés qui résisteront le mieux aux épreuves écologiques
au choc de la guerre sont celles qui seront les plus solidaires. Et ce seront les sociétés où on ne laisse tomber personne. Alors oui, posez-vous des questions concrètes avant d'aller voter, vous autres tous qui nous écoutez peut-être de loin. Qui, à votre avis, va ramener les services publics partout? Monsieur Macron? Madame Le Pen? C'est l'Union populaire. Qui va rembourser à 100% les soins pour ne plus renoncer à se soigner parce qu'on manque d'argent? C'est l'Union populaire. Peuple de la Guadeloupe, de Martinique, de la Réunion, de Mayotte, c'est nous, l'Union populaire, qui allons rétablir l'eau potable, c'est-à-dire ce minimum à quoi vous avez droit et dont on vous prive avec des blablas sans fin depuis des mois et parfois des années, attentant à votre dignité de personne humaine qui fait que c'est devenu un luxe de prendre une douche dans certains territoires français. Cela cessera. Qui va construire les logements pour ceux qui vivent à l'étroit? Qui va interdire les expulsions sans relogement? Qui va rénover les passoires thermiques? Qui va s'attaquer au racisme? C'est nous, c'est l'Union populaire. Soyez concrets, soyez exigeants. Lisez ligne à ligne les programmes et cherchez-y la réponse à la question que vous vous posez. Parce que nous avons travaillé dur, les membres de la France insoumise, puis maintenant le Parlement de l'Union populaire, pour proposer un programme qui est chiffré, qui est argumenté, dans à peu près tous les aspects de la vie telle que nous la menons, nous autres les gens simples. Alors je vais vous dire, si l'idée est de rassembler, de souder par les intérêts communs que nous avons dans les questions sociales, alors la première tâche aussi, c'est de vaincre la précarité. Car la précarité, c'est un mot savant pour dire la trouille permanente du lendemain de tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir la semaine suivante, s'ils vont avoir du travail ou pas, et s'ils ont du travail, est-ce qu'ils le retrouveront à peine. C'est cette peur que nous allons vaincre et éradiquer de toute la puissance de nos mesures politiques. Il y a dans les 3 fonctions publiques 800 000 personnes qui sont contractuelles, embauchées, réembauchées, et ces gens qui font assez bien leur travail pour qu'on les réembauche d'un contrat à l'autre. Ces gens ont été mis dans cette situation de plus en plus nombreux pour habituer les esprits au fait qu'il n'y a plus de statut de la fonction publique. Ils sont 800 000. Eh bien, voici ce que j'ai à dire. Le gouvernement de l'Union populaire titularisera immédiatement les 800 000 contractuels de la fonction publique. Alors, à ceux qui sont dans cette situation, au lieu de se préoccuper de mon caractère, préoccupez-vous de votre avenir et choisissez le bulletin de vote qui correspond à vos intérêts. Je dénonce l'explosion des contrats en CDD à l'embauche et notamment, comme c'est le cas aujourd'hui, les 80% d'embauches qu'ils représentent, parfois pour moins d'un mois, dans 80% des cas. Nous fixerons des quotas. Pas plus de 5% de CDD dans les grandes entreprises, pas plus de 10% dans les petites. Je dénonce les records de radiation à Pôle emploi, les plus importants de l'histoire. Je dénonce le trafic des chiffres de création d'emplois par l'addition des postes d'apprentissage dont 25% des contrats sont rompus avant 3 mois. Nous ferons la requalification
en emploi et en contrat de travail. Ceux qui aujourd'hui se trouvent en situation d'être des auto-entrepreneurs à client unique, vous avez tous compris, ceux qui ont été ubérisés de force et dont nous avons obtenu, par un vote du Parlement, à l'initiative de la députée Leila Chaibi insoumise, qu'ils soient dorénavant considérés comme ayant présomption d'emploi et de contrat de travail. J'interdirai, et le gouvernement de l'Union populaire interdira, le travail détaché en France, qui est une forme de concurrence déloyale entre les travailleurs pour la ruine et la misère de tous, mais aussi des petits patrons qui respectent leurs employés et qui sont en quelque sorte poussés dans cette voie de l'emploi absurde du travail détaché. C'est pourquoi, puisque je suis sur ce thème de la précarité, je veux vous dire encore un mot d'indignation pour ce qui a été proposé, ou plus exactement annoncé, à propos de ceux qui vivent au RSA. Macron a annoncé qu'il y aura entre 15 et 20 heures par semaine de travail d'intérêt général, d'emploi ou de stage pour ces personnes. Vous vous rendez compte qu'il est capable de le proposer. Il est capable de dire « je vais le faire ». Et il est entouré d'une cour de Playmobil robotique qui acclame en cadence. On a entendu des paroles particulièrement offensantes et méprisantes pour ceux que la vie accable pourtant déjà assez. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est du travail à 7 € de l'heure alors que le SMIC brut est à plus de 10 €? Du travail, disent-ils, du travail. Mais le travail de qui? Car voyez-vous, il y a 2 millions de personnes au RSA. Cela signifie, à coup de 20 heures par semaine, 1 million d'emplois de gens qui sont aujourd'hui payés avec un salaire et un contrat de travail, qui n'en auront plus, remplacés qu'ils seront par les forçats du travail que M. Macron aura inventés. Ah, mais ils seront accompagnés, disent-ils. Allez vous faire accompagner vous-même. On n'a pas besoin de vous. Accompagnés. On veut du boulot, une paye, pas des accompagnateurs. Mais puisque vous parlez d'accompagnateurs, sachant qu'il n'y en a déjà aucun dans 50% des départements, alors dites-nous combien vous avez l'intention d'en embaucher pour accompagner 2 millions de personnes. 1 million 500 000. Tout ça est absurde. Il s'agit seulement de faire enrager, misérer, galérer encore les pauvres gens. Ils disent 15 à 20 heures. Et pourquoi ils disent 15 à 20 heures? Parce que quand ils disent 15 à 20 heures, eh bien vous n'entendez pas 20 heures. Et si on vous dit 20 heures, il y a une chose que vous n'entendez pas, c'est 24 heures. Parce que si ça faisait 24 heures, ils seraient obligés de convertir tous ces emplois forcés en contrat de travail, parce que c'est la loi. C'est pourquoi on s'arrêtera juste avant. Les gros malins, ils croient qu'il n'y a pas un inspecteur du travail insoumis. Ils croient qu'il n'y a pas un assistant social, une assistante sociale. On sait tout, on a tout compris. On n'en veut pas, on vote contre vous. Alors la meilleure, les voilà la mine enfarinée et la bouche suave. Ce seront des travaux d'intérêt général. Et personne n'a été leur dire que les travaux d'intérêt général, c'est pour les délinquants. Et la pauvreté, c'est pas une délinquance. Monsieur Macron a dit « Je ne suis pas esclavagiste ». Ouf! Ouf! Parce que s'il l'était, on est tous en esclavage. Mais alors, monsieur, c'est que c'est autour de vous qu'il
qu'il y a beaucoup d'ignorants, même si vous payez cher des agences de conseil. Personne ne lui a dit que forcer quelqu'un à aller travailler, c'est interdit par les conventions de l'Organisation internationale du travail. Personne ne lui a dit. Et pourquoi? C'est récent? Ça vient de se produire? On vient de le décider? Non! La convention numéro 29 de l'Organisation internationale du travail, elle a été signée en 1937. Même moi, j'y étais pas. Et cette convention, elle condamne le travail forcé et elle le définit comme je vais vous le lire. Écoutez bien. Tout est travail forcé, j'ouvre les guillemets, tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque, comme de se voir sucrer son RSA, et pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de son plein gré. Donc, si vous êtes RSA, quelqu'un a réussi à vous retrouver et vous dire hey, « toi là-bas, tu vas aller faire 20 heures de travail d'intérêt général » et vous dites « oui, ben, je vais y réfléchir », couille qui vous enlève le RSA, tant que vous sortez la convention 29 de l'OIT et vous dites ça, c'est de l'esclavagisme. Et M. Macron a dit qu'il n'était pas esclavagiste. Alors, vous autres, là, ici, il y a pas mal de Marseillais. Alors, c'est ici que M. Macron vient faire ses expériences. Il vous promet des sous. Vous avez le droit de les prendre, c'est toujours ça de prix si vous envoyez la couleur un jour. Mais ici, il est venu faire une expérience que je désapprouve absolument et complètement. Il s'agit d'essayer ici à Marseille que chaque école primaire soit un établissement géré en concurrence avec les autres et dont on devrait comparer les performances. Alors là, M. Macron, c'est trop. Parce que le bon peuple et les braves gens, ils sont prêts à supporter beaucoup. Et on en aura fait beaucoup. Mais vous ne touchez pas à nos gosses. Vous ne menacez pas notre futur incarné par nos enfants. Nous tous, nous avons connu la peine de nos parents, se sacrifiant pour nous, faisant des efforts sans trêve. Je me souviens de la joie qui illuminait le visage des miens lorsque je suis venu avec le baccalauréat et j'étais le premier bachelier de ma famille. Comme j'ai été ensuite le premier licencié et je dois tout à l'école publique, aux maîtres et aux maîtresses qui font notre éducation. Mais ceux-là qui veulent tout transformer en argent se sont dit « ces gens ne peuvent vivre sans être instruits. Alors pourquoi est-ce qu'on va leur donner gratuitement? On va les faire payer. » Et ils se sont donc organisés méthodiquement, d'année en année, pour transformer le système de l'école publique en un chaos qui déjà frappe l'université, où on a instauré cette absurdité des établissements universitaires concurrents les uns avec les autres, et où ce ne sont plus les comités de discipline qui choisissent les maîtres. Ils ont inventé, pour commencer à installer une barrière à la porte d'entrée, alors que le bac était le premier diplôme universitaire, ils ont inventé Parcoursup. Et puis ensuite est arrivé M. Hollande, qui a été fiche la pagaille au collège, avec 20% des cours qui sont à la discrétion de chaque collège. Alors, si vous ne savez pas, eh bien, vous saurez encore moins, parce qu'on ne comprend rien. On ne sait pas ce que font juste nos enfants, ni pourquoi ils le font, plutôt qu'autre chose. Et ensuite, ils ont mis la même pagaille au lycée grâce à M. Blanquer, qui vous a fait 66 bacs différents. Vous m'entendez? Il vous a fait 66 bacs différents
Ceux qui trouvent que 42 régimes de retraite, c'est trop, ils trouvent que 66 régimes de bac, ça c'est bien. Ah bah, on a compris. Maintenant, c'est à l'école primaire qu'ils s'attaquent. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Rien ne les arrêtera si vous ne les arrêtez pas. Alors, vous autres, les plus grands, parce que les minots s'en occupent pour eux, eh bien, réfléchissez bien, voilà ce qu'il a dit. Je veux des écoles où on pourra donc adapter, repenser les projets d'apprentissage, les rythmes scolaires, les récréations, la durée des cours, les façons d'enseigner, blabli, blabla, blabla, blabla. Chacun fera comme il le sentira. Et c'est le même qui avait dit aux plus grands, ceux qui se préparent à aller à la fac ou qui s'y trouvent déjà, on ne pourra pas rester durablement, a dit le monsieur qui sait tout, dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants. Et après, j'en connais qui vont encore dire « Ah, c'est tous les mêmes, on ne va pas aller voter, on ne sait pas, on n'a rien compris. » Eh bien, réfléchissez, bon sang de bois. Oui, et le lendemain, ça sera la fin de Parcoursup. Ensuite, on va recruter les enseignants dans des écoles professionnelles de l'enseignement, dès le bac et dès la licence, pour que les enfants du peuple aussi, ils puissent être instituteurs et professeurs au collège. Dans les familles où on n'a pas de quoi payer des études jusqu'à bac plus 5, comme c'est le cas aujourd'hui. Moi, je veux que les instituteurs y ressemblent aux enfants et au peuple français, pas un tout petit groupe qui peut se payer des études supérieures. Des programmes identiques dans toute la France. Le baccalauréat, 0 contrôle continu, tout en diplôme national. Je ne veux pas qu'il y ait un seul enfant de France qui, après avoir eu son bac ou après avoir eu sa licence, se fasse regarder de travers et qu'on lui dise « Ah ouais, t'as eu ton bac? Dans quel lycée? À quelle adresse? Dans quel quartier ?» Voilà ce que nous ne permettrons pas. Et nous avons parfaitement compris que c'est ça qu'ils veulent faire. Alors, si je vous dis tout ça, c'est pas seulement parce que, comme vous tous, dès qu'il s'agit de la génération suivante, j'y pense avec émotion, mais aussi parce que je suis l'héritier d'une longue histoire dont je suis issu, celle du mouvement ouvrier de ce pays. Et la France a établi par un système particulier un modèle spécial qui n'existe qu'ici et qu'on peut qualifier, comme le dit la Constitution, de République sociale. Les diplômes, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, ne sont pas tout, bien sûr. Et comme j'ai été ministre de l'enseignement professionnel, j'ai fait que dorénavant, vous pouvez valider les acquis de l'expérience, ce qui fait que votre travail concret, votre application au travail a valeur de diplôme. Mais ne méprisez pas les diplômes. Les diplômes, c'est ce qu'on met dans les conventions collectives qui se signent entre les syndicats ouvriers, salariés et les syndicats patronaux. Quand vous avez des diplômes, vous pouvez fixer pour chaque niveau de diplôme une valeur du salaire et du travail, de CAP à BTS, et pour tous les autres diplômes professionnels de même. Défendez bec et ongles la valeur nationale des diplômes, refusez la mauvaise farce de cette éducation à la carte. Une seule valeur, le savoir, l'éducation mis en partage. Voilà tout ce que
nous défendons, nous autres de l'Union populaire. Alors si vous voulez l'école à la carte, les programmes à la carte, et seuls vos gosses de riches qui peuvent faire des études, allez voir les autres, foutez-moi la paix. Mais si vous voulez l'école unique pour tous les enfants de France, parce que vous avez compris que c'est la seule richesse de la France, c'est le savoir, c'est l'intelligence, c'est les arts, les lettres. Et voilà. Alors, voilà que je lis que certains, en me voyant et en lisant les sondages, disent qu'ils sont glacés d'effroi et qu'ils font des cauchemars. Eh bien, chacun son tour. Oui, vous avez raison de faire des cauchemars. Je vais vous faire les poches. À 12 millions d'euros d'héritage, on donne tout aux jeunes gens de ce pays pour qu'ils étudient sans avoir besoin d'aller en même temps travailler, non seulement à la fac, mais la perle et la prunelle de nos yeux, les élèves des lycées professionnels, du CAP jusqu'au BTS. Alors, il rêvait d'une élection bien tranquille qui se finirait comme il l'espérait, c'est-à-dire comme d'habitude. D'un côté, M. Macron, c'est annoncé depuis des mois. De l'autre côté, Mme Le Pen. Alors, le premier tour était une sorte de formalité administrative. On casse les pieds à tout le monde avec les 500 signatures. Et puis, enfin, on se retrouve entre gens de bonne compagnie pour un deuxième tour low cost. D'un côté, l'actuel propriétaire des lieux et ses amis. De l'autre, l'héritière de la firme familiale après qu'elle se soit débarrassée du Doberman qui était monté sur la table. Et le système est content. Le système est content. Au fond, tout ça, c'est la même touillette. Ah, je ne confonds pas M. Macron et Mme Le Pen. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais je sais aussi qu'il y a une différence. M. Macron, c'est le programme économique de Mme Le Pen, plus le mépris de classe. Mme Le Pen, c'est le programme économique de M. Macron, plus le mépris de race. C'est pas une alternative. L'un et l'autre sont d'accord pour laisser aller la spéculation sur les prix, puisque l'un et l'autre sont contre le blocage des prix. L'un et l'autre sont pour la retraite à 65 ans, tous les deux. Et leur cauchemar, c'est nous. Parce qu'avec nous, c'est la retraite à 60 ans. Les deux sont d'accord pour geler le SMIC. Et nous, on est pour le faire passer à 1 400 € net. Les deux sont d'accord pour augmenter votre salaire avec votre argent. Ils suppriment des cotisations sociales, c'est votre salaire. Ils vous les donnent en salaire net. Et puis après, faut bien payer. Hein. Alors, vous paierez avec vos impôts. C'est une trouvaille. Les deux sont d'accord avec cette invention grotesque qui, au départ, était seulement une trouvaille du père Le Pen. Ils sont d'accord, les deux, pour baisser ce qu'ils appellent les impôts de production. Alors, bien sûr, les impôts de production, tout le monde sait que l'État s'en empare pour le jeter sur le sable de la Méditerranée et le faire disparaître. Non, les impôts qui sont payés là servent à faire des rues, à faire de la lumière,
servent à faire des écoles, servent à ramasser les déchets, servent à les traiter. Nous avons besoin de cet argent. Alors, si on ne les paye pas au point de départ, c'est-à-dire dans la production où s'opère l'ensemble des échanges et la création de richesses, où va-t-on les prendre, s'il vous plaît? Dans vos poches. Voilà ce qu'ils ont prévu. Les deux sont d'accord avec la même mine pour relancer le nucléaire mot pour mot, sans un mot. Mais j'admets, écoutez, j'admets qu'on puisse ne pas penser comme nous, pourquoi pas? Parlons-en. Mais quand même, au minimum, on est au XXIe siècle. Il y a déjà eu Tchernobyl et Fukushima. Au minimum, ils pourraient nous dire qu'est-ce qu'ils comptent faire pour faire face au danger quand vous avez déjà tant de centrales, 17, qui sont arrivées au bout de leur existence prévue de 40 ans et qui continuent. Ils pourraient nous dire, une fois pour qu'on l'entende, au moins pour qu'on s'endorme pro-nucléaire et rassuré, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les déchets qui durent plus de 100 000 ans? Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Ils ne vous le disent pas. Ils vous disent, mot pour mot, Monsieur Macron, 6 centrales nucléaires nouvelle génération. Madame Le Pen, 6 centrales nucléaires EPR, c'est la même chose. Et, rajoute-t-elle, je réouvre Fessenheim. Voilà. L'un et l'autre veulent continuer les pesticides et l'agriculture chimique. Vous autres tous, vous n'avez pas encore tous bien compris l'ampleur de la cata. Dans 90% des urines des Français, on retrouve du glyphosate. Dans 99% des rivières françaises, on retrouve des pesticides. Et maintenant, les micro-particules de plastique que vous absorbez en vous nourrissant, de poissons ou d'animaux, qui ont absorbé eux-mêmes de l'eau dans laquelle il y avait ces micro-particules, se retrouvent dans votre sang. C'est la raison pour laquelle la politique de santé de l'Union populaire, ce sera une immense politique de prévention, et que c'est la même chose d'interdire les glyphosates et vouloir traiter correctement les gens contre les épidémies de diabète, contre l'obésité, contre les cancers de toutes sortes qui sont le résultat direct de la pourriture de l'environnement. L'un et l'autre, ils veulent que ça continue, et Madame Le Pen, en caressant un chat, nous dit, dans un monde idéal, il ne faudrait pas de produits phytosanitaires. Et voyez que cette dame, elle est bien brave. Il n'en faudrait pas, mais on en a besoin. On ne peut pas les supprimer, dit-elle, elle qui a labouré la terre assez fréquemment pour savoir qu'elle n'a pas l'intention de ramasser la mauvaise herbe. Ils se fichent de nous. Qui vous a dit qu'il n'y avait pas d'agriculture avant qu'on ait ces produits? La France n'était pas souveraine pour se nourrir elle-même avec son agriculture. Vous avez besoin de toutes ces saletés pour faire pousser des choses que vous vendez à l'export. Et vous le faites d'une manière irresponsable. Parce que si nous autres, les êtres humains, nous venons d'affronter la Covid-19 et qu'on se dit que peut-être ils vont réfléchir à arrêter de fermer les lits, peut-être qu'ils vont réfléchir à traiter les facteurs de comorbidité, peut-être qu'ils vont réfléchir à réouvrir des lits d'urgence. Alors on se dit, peut-être, mais moi je vous dis, sûrement pas. Parce que jamais ils renonceront à transformer en fric, même la maladie, le besoin de soins. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'ils sont hallucinés par une vision du monde et de la vie dans laquelle l'argent est tout, la cupidité est le moteur de l'histoire humaine, d'après eux. Et voyez-vous, dans ce pays, il y a déjà eu une fois une grippe aviaire qui a conduit à devoir tuer des millions d'animaux. Non qu'ils ne soient pas mangeables, non, juste, ils n'étaient plus exportables. Et il y a eu une crise, et tout le monde a croisé les doigts pour que le virus ne passe pas. Des bêtes maltraitées, comme elles le sont, empilées dans des conditions aussi abjectes aux êtres humains. Nous supprimerons les soi-disant fermes-usines, c'est-à-dire les élevages concentrationnaires des animaux. D'abord par respect pour nous-mêmes, êtres humains, qui sommes au sommet de la conscience.
de ce que nous savons et de ce que nous ne savons pas. Mais aussi parce que c'est un danger. Ce sont des bombes que ce type d'exploitation, car les virus passent des animaux sauvages aux animaux domestiques et ensuite aux hommes. Il y a déjà eu une crise de grippe aviaire. Il y a déjà eu une deuxième crise de grippe aviaire et ils n'ont rien fait. Il y a eu une troisième crise de grippe aviaire et ils n'ont toujours rien fait. Il y a eu une quatrième crise de grippe aviaire et ils n'ont rien fait. Et nous en sommes à la cinquième et il y a 10 millions de ces pauvres animaux qui ont dû être tués juste parce que les autres n'ont rien prévu, rien pensé. Et comme d'habitude, ils attendent d'avoir le nez dessus pour se rendre compte des problèmes. Ne leur faites aucune confiance. Utilisez votre bulletin de vote, dégagez-les. Alors, oui. Et s'il y en a un quelconque parmi eux qui est capable de venir ici ou ailleurs, dans un débat, pourquoi pas, me dire « Ah, nous avons pris les bonnes décisions concernant la grippe aviaire ». Et d'ailleurs, remarquez comment nous nous sommes brillamment illustrés sur la Covid. Regardez la pagaille que nous avons semée partout. Est-ce que la vie n'est pas pleine de surprises grâce à nous? Oui, c'est ça la situation réelle de la France. Ça, c'est les problèmes dont on crève tous les jours. Davantage que de n'importe quelle autre question. Ce qui tue la société, ce qui la détruit, ce qui fragmente les relations humaines, c'est l'argent, l'appétit d'argent, le goût pour la cupidité plutôt que pour l'entraide. Alors, nous, fièrement, sans jamais baisser les yeux, nous qui pendant toutes ces années avons tenu tête, nous disons que nous vivons pour opérer une rupture majeure, c'est-à-dire que pour changer ce qui ne va pas dans ce pays, il faut tout changer. Nous voulons une société d'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Oui, c'est un projet de société. Oui, c'est une rupture. Oui, c'est une manière de mettre à côté, d'enfin séparer le capitalisme de l'État. C'est enfin séparer la cupidité du reste des sentiments humains. Voilà ce que nous allons faire. Et nous savons par quel bout commencer et par quel bout continuer. Il y a un programme parfaitement bien organisé. Alors eux, ils avaient prévu, donc, comme je vous l'ai dit, leur petite élection tranquille. Arrivé au deuxième tour, on aurait vu surgir, et j'espère bien y arriver encore, le cœur effaré de tous ceux qui, constatant cette abomination, seraient venus vous dire leur indignation et vous appeler à faire la chasse à ceux qui ne veulent pas donner des consignes de vote. La main sur le cœur, le roi des castors appellera à faire barrage. Et tout le poulailler lui pardonnera d'avoir plumé la volaille pendant 5 ans. Sans oublier les petits malins, à qui cette comédie permettra de se rallier sans que ça se voie de trop, d'appeler à voter avant, d'appeler à prendre leur part de l'effort dans l'union qui s'impose. Nous connaissons tout ça. Alors écoutez-moi bien, si réellement vous avez l'intention de faire barrage au deuxième tour, j'ai une proposition plus intéressante à vous faire. Faites barrage dès le premier tour en votant pour nous. Et si nous sommes présents à ce deuxième tour, eh bien, il leur arrivera, en toute hypothèse, quoi qu'il arrive ensuite, ce que nous avons dû subir depuis que M. Le Pen est arrivé une fois au deuxième tour, c'est-à-dire 20 ans de débats interminables, 30 lois, que dis-je, sur la sécurité, le terrorisme, l'immigration, que sais-je encore, un blabla sans fin de haine religieuse, de groupes humains montrés du doigt, d'obsessions paranoïaques,
à vouloir filmer tout le monde, ficher tout le monde, observer tout le monde, regarder la couleur de peau de chacun. Ras-le-bol, nous voulons qu'on parle de ce qui nous importe, du changement climatique, de l'éducation des gosses, de la santé, du monde. Manger autrement, inventer autrement. Voilà, ne doutez pas un instant, nous sommes majoritaires dans le cœur des Français. Pourquoi? Parce que 9 Français sur 10 sont pour des retraites au niveau du SMIC minimum, comme nous. 9 Français sur 10 sont pour interdire le glyphosate, dont je vous ai parlé il y a un instant. 8 Français sur 10 sont pour le SMIC à 1 400 € net, comme nous. 7 Français sur 10 sont pour la retraite à 60 ans. 6 Français sur 10 sont pour sortir du nucléaire. 6 Français sur 10 sont pour la 6e République comme nous. Alors, bon sang, votez pour vos idées. Mes amis, nous autres, de la famille des tortues, nous sommes partis, bon pied, bon oeil, il y a 16 mois. Et nous avons dit, dans les premières affiches, nous sommes pour. Notre idée n'était pas de pousser à la haine, au dégoût, à la dénonciation. Notre idée était de convaincre pas à pas qu'on peut vivre autrement, que les propositions existent, que le moyen de les financer existe. C'est-à-dire faire appel à l'intelligence, à la sensibilité, à la construction de chacun regardant la vie et le monde. Le peuple français, nous autres tous ceux qui sont là, nous pensons la vie, nous avons été éduqués, nos parents s'en sont chargés, ensuite nous avons été à l'école et depuis, nous nous renseignons, nous regardons des spectacles, nous lisons des livres, nous voyons des films. Nous ne sommes pas une bande d'ignorants que les maîtres pourraient manier. Et je voudrais dire que pour ma part, mais j'exprime peut-être qu'un sentiment personnel, je suis fatigué de voir un président dire qu'il veut me protéger. Je n'ai pas besoin de lui, je me protège tout seul. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on attend d'un président. D'abord, ce n'est pas nous qui avons inventé cette fonction complètement folle où quelqu'un peut diriger tout seul un pays dans un conseil de défense. Nous croyons aux assemblées, à la discussion. Et à l'Assemblée, une fois, il y en a un qui me dit « Quoi, vous parlez encore ?» J'avais un amendement. Je lui dis « Mais ici, ça s'appelle Parlement, monsieur. Si vous voulez vous taire, restez chez vous. » On a bien travaillé. Et on va tous continuer. Vous n'allez pas me laisser tout seul 15 jours. Enfin, tout seul, j'y suis pas. Toutes les semaines, il y a 30, 40 réunions avec les députés insoumis. Et puis vous autres, vous en faites partout. Et vous autres, vous avez tous votre petite liste avec les 10 qu'il faut appeler 4 fois pour qu'ils arrivent à comprendre qu'on leur dit. Hein? Bon, et ben vous la refaites, la liste. Et vous dites rien, hein, allez pas vous fâcher avec les gens. Donc, bon. Mais, moi, je sais ce que je vais continuer à faire. D'abord, la dernière semaine, je vais être présent en hologramme dans 11 villes à la fois. Ensuite, on va faire un meeting par préfecture. Ensuite, enfin, on va faire plein de choses. On va continuer le travail, et vous aussi. On a besoin de tout le monde. On a besoin des sous. On a besoin, pour ceux qui veulent se mettre dans des groupes d'action. Et les groupes d'action, vous trouvez 2 personnes, 3 personnes. Zou, vous êtes un groupe d'action. Des fois, vous êtes tout seul. Allez, Zou, vous êtes un groupe d'action tout seul. Moi, j'en connais, ils sont tellement mauvaise tête qu'ils veulent se mettre avec personne. Un jour, on va sur une place, on distribue à une dizaine des tracts, on voit à l'autre bout 2 qui étaient là, qui distribuaient des tracts. On leur dit, vous êtes qui, vous? Bah, nous, on fait campagne pour Mélenchon. Merci, on est au courant. On a vu. On le connaît. Et alors, on leur dit, mais vous n'êtes pas un groupe d'action? Non, 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 nous, on veut faire tout seul. Faites tout seul. Faites comme vous voulez. Mais faites quelque chose. Et puis, il y a la chose que je ne vais pas faire.
Et ils se donnent du mal, hein. Ils se donnent du mal. Je ne vais pas répondre aux insultes. Ça ne m'intéresse pas. Et je vous fais confiance. Parce qu'à chaque fois, vous allez vous renseigner, et ceux qui m'insultent, ils se retrouvent comme des ballots qui sont avec 3 fois plus lourd sur les genoux qu'il y en a sur mon épaule. Je ne répondrai pas, parce que moi, je me comporte d'une manière responsable. Le moment venu, il faudra tous se rassembler. Alors les chefs racontent ce qu'ils veulent. Moi, je sais que c'est par la base, par le bulletin de vote, par le rassemblement des braves gens de toutes opinions que va se faire la victoire. Parce que la victoire, cette fois-ci, est à portée de main. Allez! Comment on va faire alors? Et le roi va gagner, on va faire comment? Allez, au boulot! Allez! Cette fois-ci, vous le sentez comme moi. On ne sait pas pourquoi. Non, mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, on s'est dit, on va y arriver. Et ça s'est répandu de tous les côtés, partout. Je passe, les gens crient, on va gagner. Et moi, j'ai envie de dire, mais vous comptez qu'on fasse comment pour y arriver? Eh bien, c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. Petit à petit, on voit les courbes se rapprocher. Alors moi, l'autre, je veux le voir au 2e tour. Quel que soit l'autre, hein. Les deux. Allez, ils viennent ensemble s'ils veulent. Et nous allons parler des choses sérieuses. Pas des fantasmes de fric de l'un et des fantasmes racistes de l'autre. De la vie, des choses qui comptent pour notre existence maintenant, dans ce monde-ci, qu'il faut sauver à temps. Alors allez, je vais vous lire quelques vers. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Ça, c'est Robert Desnos. Juste pour vous parler, avec cette poésie, j'ai eu un pot incroyable de la trouver. Justement parce qu'on parlait entre nous, on disait, mais qui c'est qui a commencé le premier à dire « Ah non, mais c'est sûr, on va gagner ». Ah, cette petite voix. D'où elle est partie? Mais qui c'était? On ne sait pas. Une voix qui vient de si loin qu'elle ne fait plus tinter les oreilles. Une voix, comme un tambour voilé, parvient pourtant distinctement jusqu'à nous. Elle ne parle que d'été et de printemps. Elle emplit le corps de joie. Elle allume aux lèvres un sourire. Je l'écoute. Ce n'est qu'une voix humaine. Elle traverse les fracas de la vie et des batailles. Et vous, ne l'entendez-vous pas? Elle dit, la peine sera de courte durée. Elle dit, la belle saison est proche. Ne l'entendez-vous pas? Vive la France, vive la République!